Salut à toutes et à tous, c'est le grand Mola Kassibika Sobomanzam, étudiant en deuxième licence en sciences économiques à l'Université protestante au Congo. Théorie de la contingence, 5 modèles du changement de l'organisation proposés par Pichot et Ninze. Alors, pour mieux comprendre l'approche développée par ces deux auteurs précités, nous devons comprendre d'abord ce qu'est que la théorie de la contingence. Premièrement, expliquons d'où vient la contingence. À la base, après la révolution industrielle, l'entreprise est passée de l'organisation rationnelle de sa structure. Cette organisation rationnelle était basée sur les principes de la bureaucratie, c'est-à-dire les relations formelles entre les agents du travail. Et aussi sur le principe de l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire les précisions de rôle dans l'entreprise et la productivité. Elle est passée à l'organisation humaine. Et pourquoi? Parce que dans l'organisation rationnelle de sa structure, il y a cette dimension humaine qui manquait. Et cette organisation humaine met plus d'accent sur les relations sociales, les relations entre les employés, et elle va passer à une vision systémique de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise est liée à son environnement. Et cette vision systémique de l'entreprise va enfin débaucher à la théorie de la contingence avec qui elle va partager l'idée d'une entreprise dynamique, d'une entreprise système. Deuxièmement, nous allons aborder cette question liée directement à la théorie de la contingence. Alors, la théorie de la contingence est d'origine darwinienne et elle apparaît vers les années 70 et elle regroupe les auteurs théoriciens de la théorie des organisations des entreprises. Cette théorie part d'un principe très clair, c'est que pour comprendre ce qui se passe dans l'organisation, il faut comprendre ce qui se passe en dehors de l'organisation. Dans la mesure où l'entreprise étant ouverte à son environnement, influence cet environnement et cet environnement l'influence aussi. Cette théorie réfute le fait qu'il y ait une structure idéale de l'entreprise, ce qu'on appelait autrefois « the best way ». Les facteurs de la contingence peuvent être vus comme des circonstances, des caractéristiques pouvant conditionner les décisions et les modes de fonctionnement de l'entreprise. Troisièmement, nous allons nous transporter dans l'univers de Pichot et Ninze. Pour un petit aperçu, François Pichot et Jean-Louis Ninze sont enseignants de la théorie des organisations et de la gestion de ressources humaines, respectivement dans l'Université de Liège et à l'Université catholique de Louvain. Ces deux auteurs nous proposent 5 modèles du changement de l'entreprise. Le premier modèle, c'est le modèle arbitraire. Dans ce modèle, le principe est implicite, il n'est pas écrit. Il est lié à la subjectivité du patron. C'est-à-dire, c'est le patron qui décide de critères de recrutement, des critères de rémunération, des critères de promotion. Et ces critères sont propres à lui. Ils ne sont pas écrits quelque part. C'est pourquoi on l'appelle modèle arbitraire. C'est subjectif, écrit nulle part. Il s'agit souvent de PME, TPE, une activité entrepreneuriale qui n'a pas encore eu le temps de se développer en termes de ressources humaines et donc de petites entreprises. Ici, il n'existe pas de décentralisation. C'est le patron qui décide de tout et il est l'acteur principal. Le deuxième modèle, c'est le modèle valoriel. Ici, le principe est implicite en ce qui concerne la gestion de ressources humaines et peut être explicite en termes des valeurs. L'adhésion aux valeurs l'adhésion aux valeurs est une condition pour être recruté, par exemple, pour la rémunération, pour la promotion. Et donc, pour être recruté, le comportement de la personne vis-à-vis des valeurs de l'entreprise est pris en compte. Et le patron, ici, il y a une certaine décentralisation. Le patron ne décide pas seul. On décide sur terrain par les équipes. Et l'acteur principal, c'est la communauté. Il s'agit ici, par exemple, des ONG, des coopératives, des associations. Le troisième modèle, c'est le modèle objectivant.
ce modèle est explicite. Les principes sont explicites et ces principes sont la règle et la règle collective. Ce sont les règles des recrutements, les règles de brevets, les règles de diplômes, les règles de rémunération. Tout est fixé par la règle. Et ces règles sont fixées par la direction en collaborant avec les syndicats. Les acteurs clés sont donc la direction et le syndicat. Le plus souvent négociés avec des partenaires sociaux. Et ces règles sont à appliquer par tout le monde. Le quatrième modèle, le modèle professionnel. Dans ce modèle, les principes sont explicites, c'est-à-dire les normes professionnelles. Dans une profession, qu'est-ce qui constitue une valeur pour que quelqu'un soit recruté, par exemple? Et ces normes sont changeantes d'une profession à une autre. Dans ce modèle, Pichot et Nizet estiment que les décisions sont très centralisées. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la direction et du syndicat que sont décidées les valeurs, les normes pour recruter, et ces normes respectées par tout le monde, bien sûr. Il s'agit de médecins, des ingénieurs, etc. Existe-t-il une décentralisation dans ce modèle? Bah oui. Pour devenir médecin, par exemple, il faut que tout l'ordre de médecins se réunisse pour décider. Les acteurs principaux sont donc les pairs, les autres médecins. Le cinquième modèle, enfin, c'est le modèle individualisant. Dans ce modèle, ce qui fait valeur, c'est le contrat. Le contrat entre l'individu et son organisation. C'est-à-dire, dans ce modèle, l'accent est plus mis sur les compétences de chacun et permet de multiples parcours en carrière. À partir de ce contrat, on peut voir si la personne peut être promue ou augmentée, etc. Ici, la décentralisation est moyenne, c'est-à-dire on a à la fois des décisions prises sur terrain par le manager et la coordination globale par la fonction de ressources humaines, donc par les directeurs de ressources humaines. Les acteurs clés forment une continuité entre la direction, le manager et le salarié. Le salarié, bah oui, le salarié c'est l'acteur de la contractualisation dans la définition des objectifs. Le patron dit, bah, écoute, l'année prochaine, tu dois me faire 10% de plus de marchandises. Tu dois me vendre 10% de plus de marchandises. Le salarié, bah oui, d'accord, 10% c'est d'accord. C'est ça, le contrat. Et nous allons prendre un petit exemple pour illustrer ce que Nizet et Pichot nous ont proposé. Pour recruter, dans une activité entrepreneuriale, qui est l'équivalent du premier modèle, c'est les patrons qui décident. On a des entretiens avec le patron, les patrons donnent plus de consignes à tout moment, et on a besoin de quelqu'un qui va supporter de recevoir les consignes. Donc on a besoin de quelqu'un qui sera soumis. Donc on recherche une sorte de soumission. Dans le modèle missionnaire, qui correspond à la configuration valorielle, pour recruter, il n'y a pas de barrière. L'entrée est libre. Mais quand on veut travailler à la cathédrale du centenaire, par exemple, il faut être prêt à se lever chaque dimanche très tôt pour balayer l'église, pour arranger l'hôtel et tout. Et donc, ce qu'on recherche, c'est l'engagement aux valeurs de l'église, l'engagement aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs de la mission. Dans le modèle bureaucratique, pour les recrutements, c'est les tests. L'agrégation, par exemple, pour l'enseignement secondaire, il faut faire l'agrégation. Dans la configuration professionnelle, il faut avoir les compétences. On va vous recruter sur base de vos compétences. Si vous n'avez pas de compétences, on vous dit, monsieur, au revoir. Et dans les modèles adocratiques, on vous demande de présenter un CV qui va résumer votre compétence, votre parcours, ce que vous avez déjà fait. Et on lance un processus de recrutement où on vous demande de faire un test, de vérifier les formations que vous avez déjà faites. Et voilà. Et donc, merci à vous tous qui avez été nombreux à suivre cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Au revoir.